suis palestinienne des religions musulmanes. J'étais dans un kindergarten, dans un jardin d'enfants juifs, et j'ai étudié à une école française jésuite. Israël a réussi à fragmenter notre identité en tant que Palestine, notre identité culturelle. On a toujours été considérés comme des citoyens de seconde classe et que c'est normal. Moi, j'ai quitté Israël à l'âge de 19 ans. Quand j'ai commencé à travailler dans les zones de conflit, c'était parce que j'arrivais plus à contenir ma colère face à l'injustice de la situation. J'ai eu l'occasion, ou j'ai eu l'opportunité, je veux dire, en janvier 2020, de perdre ma vue, mais littéralement. De janvier 2020 à janvier 2022, j'étais dans le flou, en pleine méditation. En octobre 23, j'ai vu pourquoi j'ai perdu cette vue. Quand il y a eu l'attaque de Hamas et après la réponse excessive d'Israël, j'ai compris. En fait, j'ai dit, ok, ça c'est au fait, maintenant on est dans le flou. On est dans ce chaos que moi j'ai déjà vécu. Et je dois garder une vision claire et nette et vraiment comme avoir une torche pour montrer la voie. Donc je m'appelle Eva Dalak, je suis palestinienne née en Israël. Je vis actuellement au Costa Rica, en ce moment à Bruxelles. Et je suis la fondatrice de Activation de la paix, Peace Activation, qui est une organisation que j'ai créée en octobre 2023 en réponse à la crise et au génocide en Palestine et en Israël. Et alors tu viens aussi de sortir un ouvrage en anglais qui s'appelle Dancing in the Dark, dans lequel tu expliques donc non seulement ton histoire, mais aussi un passage donc, de ta vie très marquant, qui a été le fait que tu as perdu la vue pendant 2 ans et que ça a été vraiment un voyage, une expérience spirituelle. On va y revenir, mais donc pour situer aussi un peu ton parcours, c'est intéressant parce que tu as vraiment des identités multiples qui te mettent un peu au carrefour des nœuds historiques qu'on est en train de découvrir, de connaître pour le moment. En Palestine, Israël. Donc tu es à la fois née en Israël, d'identité palestinienne, tu as aussi eu une éducation jésuite chrétienne. Donc j'étais dans un kindergarten, dans un jardin d'enfants juifs. Donc j'ai appris l'hébreu très jeune et je suis palestinienne des religions musulmanes et j'ai étudié à une école française jésuite, au collège des frères à Jaffa. Et je pense que c'est ce qui marque mon identité, c'est cette élasticité entre ces religions patriarcales et une volonté de comprendre l'autre. Et mon travail dans les zones de conflit, je travaille dans plus que 22 régions autour du monde, dans des zones de conflit assez marquantes, en Afrique, et Moyen-Orient et Asie du Sud-Est, m'a appris au fait le partage et la compassion et la vision envers l'humain plus qu'autre chose. Et de comprendre que le politique est spirituel et personnel. Et qu'on ne peut pas en fait distinguer ce qui est politique et ce qui est spirituel de ce qui est personnel. Et c'est ça un peu la méthodologie que j'enseigne et que je pratique avec Peace Activation. Et ça, on va y revenir effectivement sur tes activités avec Peace Activation. Mais avant cela, sans dévoiler tout ton livre, mais il y a un moment aussi dans ton livre dont tu parles aussi de ta prise de conscience qui s'est faite à l'étranger de ton identité en tant que palestinienne, parce que donc, tu es née en Israël dans les territoires de 48 et tu ne te percevais pas comme palestinienne au départ. Oui, à l'époque, les termes que certains utilisent encore, c'est arabe israélienne. Donc je me référais comme arabe israélienne. J'avais une carte d'identité et un passeport israélien. Et quand j'ai quitté Israël à l'âge de 19 ans pour étudier en France, c'est là que j'ai compris, disons, la complexité de cette identité. Parce que vu que j'étais dans une école française et avec des parents traumatisés après la guerre de 48, ma mère elle est née en 48, sa famille a fui à Gaza pendant la guerre, et la Nakba, ce que nous on appelle la Nakba et qu'Israël appelle la guerre d'indépendance, je ne sais pas de qui ils ont été indépendants. Et donc c'est vraiment une manière de raconter l'histoire qui est particulière à cette situation. Et donc je me référais comme arabe israélienne, et quand j'étais à Strasbourg à l'époque, j'étais à Schumann, j'étudiais le droit.
Et quand je disais que je venais d'Israël, les gens assumaient tout de suite que je suis juif. Et quand je disais, ben non, je suis musulmane, il y a aussi des Arabes en Israël. Et la perception qu'Israël est un État juif et qu'il n'y a pas d'autres minorités sur place, des minorités qui avant étaient majorité, était assez frappant. Et c'est ce qui a commencé my journey, mon voyage intérieur à comprendre c'est quoi cette identité multiple que je porte et comment je peux me définir. Parce que pour moi, il y a l'occupation de la Palestine dans le territoire occupé, ce qu'on se réfère en Cisjordanie à Gaza, mais il y a aussi l'occupation mentale et identitaire pour ceux qui sont au sein d'Israël. Ce qu'on nomme maintenant, il y a une diversité de dénominations arabo-israéliennes, palestiniens citoyens d'Israël, palestiniens nés en Israël, et palestiniens israéliens. Et c'est très très complexe parce que Israël a réussi à fragmenter notre identité en tant que Palestine, enfin notre identité culturelle pour certains, parce que je pense pour certains, en réponse à cette crise, il y a une identité qui s'est forgée qui est assez forte comme identité palestinienne, mais pour d'autres comme moi et je connais d'autres personnes qui ont vécu vraiment en cherchant l'harmonie intérieure et extérieure et qui n'a pas vraiment réussi en fait de cette intégration soi-disant dans cette société israélienne n'a pas été réussie parce qu'on était toujours été considérés comme des citoyens de seconde classe et que c'est normal. C'est quelque chose dont tu as pris conscience en fait très tard, à l'âge adulte, donc ça doit être aussi un choc et c'est lié notamment au traumatisme de la Nakba, donc de tes parents qui ne parlaient pas de ça. Qui ne parlaient pas de ça et qui refusaient, mais mon père me disait toujours, tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas à la politique. Et je dis, mais c'est impossible de ne pas toucher à la politique quand on est né palestinien en Israël. Je veux dire, l'air qu'on respire est politique. Et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon livre. Je pense que c'est ce déni de voir la réalité et cette incapacité même de voir cette réalité qui m'entourait, due au trauma ou due à, peu importe comment on veut le définir, a permis une croissance multiculturelle et très axée sur l'humain, mais aussi une capacité de comprendre les gens dans leur propre vérité. Et ça a été mon voyage intérieur et extérieur, parce que quand j'ai commencé à travailler dans les zones de conflit, c'était parce que j'arrivais plus à contenir ma colère face à l'injustice de la situation. Et une fois que j'ai découvert et que j'étais dans cette découverte de cette identité palestinienne à laquelle personne ne m'a rien dit, et j'étais vraiment en plein désespoir. Et ça m'a permis vraiment d'aller chercher très très loin qu'est-ce que ça signifie d'être palestinien et qu'est-ce que je nomme la Palestine. Où est-ce que cette Palestine vit en moi, peu importe où je suis. Ouais, mais c'est très intéressant aussi, je trouve, parce qu'on peut faire le parallèle. Ici, on voit beaucoup dans les manifestations des jeunes qu'on va continuer à appeler ici issus de l'immigration, alors que bon, voilà, leurs parents sont 3e, 4e génération ici, et qui vont être particulièrement touchés. On va dire, ah, mais c'est parce qu'ils sont musulmans et tout, mais en même temps, je me demande si le fait d'être confronté à une situation d'injustice, et là maintenant on est à un autre stade d'injustice, vu qu'on est au génocide, qu'en fait soi-même on vit de l'injustice dans le pays dans lequel on vit. Bon, les Palestiniens, c'est autre chose. Mais les jeunes qui sont nés ici, ils ont grandi ici. C'est également leur terre, en fait. Et donc, ils ont aussi souvent des parents qui ont leur propre trauma lié à l'immigration. Et donc, c'est toutes des choses qui ne sont pas forcément conscientisées, mais qui viennent rajouter en plus la douleur, la colère de voir l'injustice que subissent les Palestiniens. Donc et je pense que c'est ça qui a permis à cette mouvance des gens qui s'identifient à ce qui se passe en Palestine. Et je dis vraiment prendre le wave, prendre cette... je ne sais pas comment on le dit en français, mais vraiment riding the wave of Gaza, j'appelle ça en anglais. C'est vraiment prendre cette mouvance, surfer sur la vague de Gaza, pas forcément à cause des Gaza ou de la Palestine, mais parce que ça résonne dans quelque chose de profond à l'intérieur de nous, qui est cet appel à la liberté
Et cet appel d'agir contre cette injustice, qu'on se sent chacun à son niveau. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe maintenant. Il y a eu un réveil, et j'en parle dans mon livre et dans tous mes écrits, il y a un réveil au niveau de la conscience collective et qui ne permet plus ce déni. Ce déni de la déhumanisation de l'autre, de l'injustice, de garder la tête dans le sable et continuer comme si tout est normal. Mais ben non, on ne peut plus le faire. Début 2020, donc tu as cette expérience où tu perds la vue. Et donc comme je disais au début, donc ça a été vraiment une expérience spirituelle que tu racontes dans ton livre. Et moi, je me souviens que quand je suis venue t'écouter l'an dernier à la conférence, la rencontre que tu donnais, tu disais en fait que cette expérience et même tout ce que tu avais vécu précédemment, ça t'avait en quelque sorte, c'est comme si la vie t'avait amené à ce moment. Donc depuis le 7 octobre, est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi ? Oui, et en décembre, le 19 décembre 2021, j'avais envoyé une lettre à ma subscriber, je sais pas comment on dit ça. Oui, ta liste d'abonnés. Ouais, voilà. J'avais envoyé une newsletter, une lettre à ma liste, où je dis que ma vision pour 2020 est qu'il y aurait la paix au Moyen-Orient et que le pardon avec compassion pour soi est l'arme. Qu'on va utiliser comme arme le pardon avec la compassion pour soi. Parce que je trouve que ce qui se passe et le jugement qu'on a sur la situation, et c'est ce qui est le plus difficile de vivre avec. Et j'ai eu l'occasion, ou j'ai eu l'opportunité, je veux dire, et en janvier 2020, de perdre ma vue. Mais littéralement. Pas comme symbole. Et non, tu es vraiment devenue aveugle. Ouais. Je suis devenue aveugle pendant 2 ans. C'était une dégénération de la macula. Et je fais une opération qui n'a pas réussi. Et je dis attendre encore 1 an pour que je puisse faire une autre opération. Et donc pendant 2 ans, je ne pouvais pas voir. Je n'étais pas active. Et ça coïncidait avec le Covid. Donc de janvier 2020 à janvier 2022, j'étais dans le flou, en pleine méditation, incapable de faire quoi que ce soit. Et je pense que j'appelle ça une opportunité maintenant. Bien sûr que quand je l'ai vécu, je ne le voyais pas comme ça. Mais maintenant, j'ai vu en octobre 23, j'ai vu pourquoi j'ai perdu cette vue et qu'est-ce que je dois faire de ce que j'ai vu à l'époque. Et à l'époque, j'avais eu une vision très très claire et nette de la paix dans le monde et de notre humanité et de notre connexion, de l'interdépendance qu'on a. Et en octobre, quand il y a eu l'attaque de Hamas et après la réponse excessive d'Israël, j'ai compris. En fait, j'ai dit, ok, ça c'est au fait, maintenant on est dans le flou. On est dans ce chaos que moi j'ai déjà vécu et je dois garder une vision claire et nette et vraiment comme avoir une torche pour montrer la voie. Et la voie qui m'est venue, la phrase qui m'est venue, c'est activer la paix. L'activation de la paix au centre. Et j'avais lancé ça avec une phrase de Rumi, au-delà du bien et au-delà du mal. Et il y a un terrain et on va se rencontrer dans ce terrain. Un terrain de non-jugement, un terrain d'écoute du cœur et un terrain où on est capable de prendre en compte la complexité de ce qui se passe sans nier ce qui se passe. Et ça, c'était très important. C'est de permettre aux gens de dire ce qu'ils vivaient, surtout dans un contexte où il y avait un tel déni du génocide, un tel refus de nommer même ce génocide, et beaucoup de peur de dire les choses, de peur de perdre le travail, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont perdu des amitiés, des gens qui ont perdu... il y a eu beaucoup de peur et de pertes. Ouais. Et donc, l'espace que j'offrais, c'était un espace sans peur, connecté au cœur et connecté à une vérité individuelle qui permettait à l'autre de l'écouter sans forcément l'interagir avec. Et donc, il y avait des Palestiniens qui parlaient de ce qui se passait pour eux
et des Israéliens qui les écoutaient, et pareil, des Israéliens qui parlaient de ce qui se passait pour eux, et des Palestiniens qui les écoutaient, et des étrangers de partout dans le monde. Et tout ça, c'était en ligne. Et après, je fais un travail sur place, séparément, avec les Palestiniens par rapport au trauma qu'eux, ils étaient en train de vivre. Et la perception de trauma aussi au niveau israélien, parce que je pense que le trauma a été utilisé comme une arme pour justifier le génocide. Et donc nommer ça a été aussi important. Et de quelle manière on peut, malgré notre perception d'insécurité, de voir ce qui se passe et de nommer ce qui se passe. Et donc vu que je parle l'arabe et l'hébreu, je pouvais faire ces sessions séparément et par moments sessions en commun en dehors d'Israël et en anglais. Oui, c'est ce que tu appelles donc, dans ton livre, et à laquelle j'ai assisté, participé l'an dernier, donc l'écoute centrée sur le cœur, et où on sort en fait de l'intellect, du bien et du mal. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que c'est difficile ici, parce que quand on voit ici dans les médias occidentaux, les politiques, il y a l'injustice qui est normalisée, le génocide qui est minimisé, et même justifié. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir effectivement ce discours de nuance qui est important et qui devrait être toujours de mise, mais en même temps, on voit que cet appel ici à la nuance est instrumentalisé en fait dans le discours dominant pour globalement dire mais voilà, il y a des gentils et des méchants des deux côtés, et éluder complètement le contexte colonial finalement. Oui, tout à fait. Le contexte colonial, les sionismes, je veux dire, on a sorti la participation ou la responsabilité de l'Europe, en particulier l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et on a mis deux partis l'un contre l'autre pour justifier une polarisation de la population, alors qu'on n'est pas deux. C'est pas juif contre arabe et c'est un conflit complexe dès la nuit des temps, absolument pas. C'est un contexte colonial où la Grande-Bretagne se permet de donner la Palestine à la communauté juive qui fuit l'Europe en niant le fait qu'il y a une population locale et que ça s'appelle la Palestine. Quand on parle avec des Israéliens, il y a des Israéliens qui vous disent mais c'est notre terrain d'il y a 2000 ans, c'est pas la Palestine n'existait pas. Et ce peuple n'existait pas, le peuple palestinien n'existait pas. Et donc je pense que c'est dans ce contexte de négation de l'identité palestinienne que j'ai vécu. J'ai grandi dans ce déni et que j'ai dû vraiment travailler dur pour la récupérer, intégrer cette identité que je porte de par ma culture, ma langue, la religion, mais sans la poser en déni de l'identité de l'autre. Et je pense que c'est ça qui est très important et qui est nuancé. Parce que quand je parle avec des amis israéliens, souvent ils me disent mais tu dis que tu es palestinienne, ça veut dire que tu ne reconnais pas Israël et que tu ne nous reconnais pas et que du coup, donc nous, on n'existe pas, on n'a pas le droit d'exister. Je dis mais j'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que mon identité culturelle, religieuse, nationale est palestinienne, que vous soyez israélien ou pas. La création de l'État d'Israël sur la terre des Palestines, c'est un fait. C'est pas quelque chose qu'on peut contester, tu vois. Alors que pour eux, c'était sous le mandat britannique. Il n'y avait pas vraiment un peuple. Ils étaient des nomades. Voilà. Enfin, il y a vraiment un narratif qui est très très déhumanisant et dismissive. Et ce qu'on voit aussi dans ce que tu expliques, des réactions des Israéliens qui disent mais en fait tu ne reconnais pas Israël, donc tu nies notre existence. On voit vraiment que en fait les Palestiniens essuient les pots cassés, payent le prix en fait de l'antisémitisme en Europe qui a eu lieu pendant des siècles. Et donc on voit vraiment le trauma hérité de ce qui s'est passé en Europe, en Occident. Et projeté sur les Palestiniens et dans les pays arabes. Je veux dire, c'est un contexte géopolitique assez particulier et très tordu, en fait. Oui, c'est bien résumé. Mais alors, je voulais aussi revenir sur ce que tu expliquais. Donc, lorsque tu as perdu la vue, dans ton livre, tu parles que tu as recouvré la vue peu après finalement avoir
surrender, rendu les armes. Lâcher prise. Voilà, lâcher prise, rendre les armes, dire ok, accepter la situation telle qu'elle est. Et en même temps, en parallèle, il y avait cette foi qui continuait à exister. Tu parles de ton toi futur, dont tu avais cette vision que tu as continué à nourrir. Donc il y avait vraiment cette existence de deux situations. Moi, je pense que ce qui se passe au niveau individuel, on n'est jamais déconnecté du collectif. L'individuel, le collectif, ça se retrouve en miroir. Et en même temps, c'est ça la difficulté maintenant, c'est qu'on voit que au niveau collectif, on a du mal à se dire on va surrender et dire ok, accepter les choses telles qu'elles sont, parce qu'on doit continuer à se battre, donc à manifester, à faire des actions pour mettre fin au génocide et prôner la paix et aussi la justice en Palestine, Israël. Mais donc c'est un peu difficile, on est là le nez donc dans l'horreur, et de projeter une image de paix, d'espoir. Et on voit d'ailleurs que dans les discours, on voit que le meilleur discours auquel on peut arriver actuellement, c'est la solution à deux États qui est une solution du passé. C'est une solution qui ne peut même pas exister. Il n'y a pas d'État palestinien. Il n'y a même pas d'espace pour un État palestinien, tellement il y a des colonies. Je veux dire, il faut être réaliste. Pour moi, non. Ce qu'il y a, et c'est ça l'activation de la paix. C'est pour pouvoir faire des actions concrètes sur le terrain qui sont efficaces. Il faut que j'arrive à être en mesure pas de contrôler, mais de maîtriser mes émotions. Parce que ce qui se passe à cause de ces sentiments d'impuissance et de pas de pouvoir, et que ça se décide ailleurs, et il n'y a rien d'autre à faire, et j'ai pas le choix. Tous ces sentiments d'impuissance nous amènent à une inaction et qui après s'est traduite dans une action de manifestation, etc., parfois assez violente, parce que même se combattre, on est en train de combattre pour la paix. Et moi, je trouve, j'ai pas envie de l'énergie du combat. J'ai envie d'activer la paix. Et la seule manière d'activer la paix, c'est que je puisse, d'une manière cohérente, expliquer et prendre ma place dans ce qu'il y a à faire. Si chacun de nous prend sa place dans ce qu'il y a à faire, parler là où il faut parler, signer là où il faut signer, écrire là où il faut écrire, et tout le monde, que ce soit au niveau de la Commission européenne, de l'organisation internationale, des institutions publiques, si chaque individu n'a pas peur pour sa peau, parce que c'est ça qui se passe, les gens ont peur pour leur peau. Donc certaines personnes s'en foutent et ils font l'action, manifestation, mais ça reste un noyau très petit. Et d'autres personnes ont envie de faire quelque chose, mais ils se sentent impuissants, donc ils sont frozen, ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Et puis il y a ceux qui ont envie de faire quelque chose et qui peuvent faire quelque chose, mais qui ont peur de perdre. Et c'est pour cela que moi j'insiste sur l'action individuelle qui a une implication collective. Si au niveau individuel, je reprends le pouvoir que j'ai donné aux institutions, aux autorités et aux organisations, et je comprends que personne ne peut prendre cette souveraineté de moi, et que je l'intègre à l'intérieur de moi et je maîtrise mes émotions, et c'est moi la reine de mes émotions, même dans la colère, dans l'impuissance, dans la frustration, dans tout ce qui se passe, et que mes actions ont une trajectoire claire et nette, et j'arrive à créer un collectif qui travaille ensemble. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec Peace Activation, avec l'activation de la paix. C'est comment est-ce qu'on peut vraiment garantir une action multiple, mais qui se passe d'abord à travers l'individu. Et la paix intérieure que je projette ensuite sur l'extérieur. Oui, et donc, c'est pas juste m'asseoir en méditation toute la journée, c'est m'asseoir en méditation peut-être 20 minutes ou 1 heure le matin, comme ça, mon action... D'être apaisé déjà. Et d'être apaisé, et donc quand je suis dans l'activation, dans le trigger,
Donc, quand quelqu'un me parle méchamment ou me dise des bêtises, je peux répondre avec des faits, avec des données, avec ma propre expérience personnelle et pouvoir agir en cohérence. Et la conscience de ce qui se passe en toi au niveau émotionnel et de pas être dans la réaction. Tout à fait. Et tu donnais un exemple très intéressant l'an dernier quand on s'était rencontrés de cette importance, cet intérêt d'être effectivement, de parler depuis l'espace du cœur et pas uniquement au niveau de l'intellect, où tu expliquais que donc, tu avais fait une session de rencontre, de discussion, notamment avec des colons israéliens. Alors moi, au début, j'entends ça, ça commence à hurler à l'intérieur de moi, je dis mais on ne peut même pas parler avec ces gens. Et puis tu expliquais que discuter avec eux, parler de la réalité des Palestiniens et susciter une prise de conscience chez certains permettait d'en avoir du entre guillemets bon côté, c'est-à-dire de certains qui allaient s'interposer avec les colons les plus violents qui risquent parfois de tuer des Palestiniens impunément. Et donc là, on en est vraiment dans des questions de vie et de mort qui se jouent parce qu'on a dépassé ce côté purement intellect de « je ne parle pas avec un tel parce que c'est… » C'est aussi le fait de reconnaître, distinguer les individus des instituts et des instituts et du système. Et comprendre que la collaboration avec certains Israéliens et avec certains colons qui acceptent l'intégrité et la légalité et la crédibilité, je veux dire, du fait de l'être de l'humain palestinien et qui travaillent ensemble justement par rapport au système qui est répressif et qui est oppressif, est très important. Et de voir que oui, il y a maintenant en ce moment par exemple, il y a la présence civile non violente, beaucoup d'Israéliens qui viennent s'interposer pour protéger les Palestiniens face à d'autres colons. Et c'est très important. Et si on nie cette humanité et cette collaboration, on nie vraiment la possibilité de sauver de vies humaines. Donc ça n'empêche pas effectivement de travailler avec des individus dans le contexte, en ayant vraiment une approche pragmatique. Tout à fait. Et en même temps, si on en a la possibilité, suivant les fonctions qu'on occupe, de se battre à plus haut niveau pour une situation institutionnelle de justice et donc de décolonisation. Tout à fait. Et c'est ce qu'Olmep, je travaille beaucoup en collaboration avec des organisations sur le terrain. C'est ce qu'est l'organisation qui est un réseautage des organisations palestiniennes et israéliennes qui travaillent pour la paix. Et 180 organisations qui sont dans un réseau qui s'appelle Alliance for Middle East Peace. Et c'est eux qui font un travail de coordination à tous les différents niveaux, justement pour s'entraider. Et je pense que c'est très important parce que sinon on est dans un monde de noir et blanc, juste, pas juste, et mauvais et gentil, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de nuances. Et il faut apprendre à voir comment, à travers ces nuances, on peut trouver notre terrain d'entente. Oui, c'est ça. Les nuances se trouvent plus au niveau des humains, des individus. Et dans l'entre-deux. Oui, c'est ça. Je voudrais aussi revenir sur une phrase donc dans ton livre. Tu dis que pour pouvoir trouver la paix à l'extérieur, il faut pouvoir la trouver à l'intérieur. Est-ce que tu aurais 2 mots là-dessus? Moi, j'ai quitté Israël à l'âge de 19 ans. J'ai 51 ans. Donc pendant 30 ans, je n'avais pas la paix à l'intérieur quand j'allais en Israël. Et j'étais très en colère, frustrée avec tout ce qui se passe, l'injustice, etc. Et quand j'ai commencé à étudier la psychologie spirituelle, j'ai partagé ça avec mon professeur à l'époque, c'était aux États-Unis, en 2010. Il m'a dit, mais les jours où tu vas activer la paix à l'intérieur de toi, il n'y a plus rien qui va te déranger de l'extérieur. Tu vas comprendre comment agir de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Que l'extérieur, les circonstances extérieures ne définissent pas comment tu te sens à l'intérieur. Et plutôt l'inverse, que ton expérience intérieure va se projeter sur les circonstances extérieures. Et ça a vraiment transformé ma vie. J'y croyais pas à l'époque. Donc 15 ans, j'y travaillais pendant 15 ans. Et j'y suis arrivée en octobre 2023 à comprendre enfin ce qu'il voulait dire. Que pouvoir
garder la paix à l'intérieur de moi, et c'est ça la maîtrise des émotions. Ça ne veut pas dire que je m'énerve plus ou que je ne suis pas en colère par rapport à la situation ou l'injustice, mais ça veut dire que j'arrive à maîtriser ces émotions d'une manière qui me permet d'agir d'une manière efficace et cohérente, et pas dans le chaos émotionnel qui avant me définissait et qui définit beaucoup de gens encore. Et de comprendre que si moi j'arrive à garder mon calme et à articuler d'une manière que l'autre, qu'il soit juif, palestinien, chrétien, musulman ou peu importe quelle identité cette personne porte, d'une manière qu'il arrive à entendre, c'est comme un langage. Si je parle maintenant avec toi en arabe, tu ne vas pas comprendre. Donc je parle français. S'il y a quelqu'un d'autre ici qui ne parle pas français, je parlerai anglais. Si c'est en espagnol, je veux dire, avec chaque personne ou chaque communauté, j'adapte mon langage. C'est la même chose au niveau des émotions. Donc, il faut vraiment comprendre comment la capacité de respirer au moment justement où on est le plus en colère et le plus activé. C'est pour ça le nom, activation de la paix. C'est pas qu'on est peaceful, c'est qu'on est activated, c'est qu'on est triggered, c'est il y a quelque chose qu'on a entendu ou quelqu'un qui a dit quelque chose et ça m'énerve. Mais c'est à ces moments-là, c'est là que ma respiration va permettre à mon système nerveux de se calmer et de pouvoir répondre d'une place de centre. Oui, c'est ça, et être aussi dans la conscience donc, de ces émotions, parce que je crois que les personnes qui sont les activistes, les militants et militantes de la cause palestinienne, je pense très souvent, c'est des personnes qui ont une blessure d'injustice à un niveau personnel. D'injustice et de betrayal, une blessure de trahison. Ouais. Je veux dire, moi je sais que je l'avais pendant longtemps, cette blessure de trahison, comment ne pas l'avoir? Et je pense que c'est au niveau conscience et âme, on choisit nos blessures parce qu'on veut travailler sur ces blessures sans oublier l'humanité de l'autre. Que comprendre que quand tu me trahis et que je me sens trahi, c'est ma blessure de trahison qui a invité l'expérience, justement l'interaction avec toi. Ouais. Alors, pour terminer, une phrase sur laquelle je voulais revenir qui est dans ton livre, c'est « La guérison n'est pas séparée de la justice et la paix n'est pas une destination, mais un acte de courage quotidien ». Je trouve que c'est un passage très inspirant et je comprends très bien donc la question de la guérison n'est pas séparée de la justice. Moi, ça me fait penser à beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, le développement personnel, mais qui veulent rester un peu à l'écart du monde parce que voilà, je veux visualiser, donc je veux me visualiser dans une bonne énergie et je veux pas que le monde tel qu'il est m'impacte trop. Donc c'est dommage parce que la guérison individuelle est liée à la guérison collective et je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais spiritual bypass. Et c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de guérison sans justice restaurative. C'est impossible. Et comprendre quelle est ma responsabilité. C'est vraiment la responsabilité radicale dans toutes mes actions, dans tous mes mots et dans toutes mes pensées. Et comment est-ce que je lis ça, les pensées, les mots et les actions en une seule ligne cohérente. Oui, tout à fait. Et donc la paix est un acte de courage quotidien. C'est chacun à son niveau, voilà, comme tu peux le faire notamment avec Peace Activation. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi, Eva. Merci.